Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous ouvrons un dossier majeur qui secoue l'échiquier politique et judiciaire français. En ce mardi 4 août 2026, la une du journal Le Monde révèle les pièces et les comptes rendus d'audition d'une enquête particulièrement sensible, la mort du militant identitaire Quentin Derenque à Lyon. 9 militants d'extrême gauche ont été mis en examen pour meurtre et violences aggravées à la suite d'une rixe d'une violence extrême survenue le 12 février dernier. Au-delà du drame humain et des suites judiciaires strictes, ce fait divers symbolise un basculement. Comment en arrive-t-on à des affrontements mortels entre groupuscules radicaux en France ? Quelle est la réponse pénale et institutionnelle de l'État face à ce type de réseau ? Et surtout, dans quelle mesure ce drame reflète-t-il des transformations sociologiques plus profondes de l'action militante contemporaine ? Pendant cet épisode, nous allons décortiquer l'enquête, analyser les angles morts de cette affaire et tenter de faire toute la lumière sur la mécanique d'une telle escalade. Pour aborder la dimension strictement judiciaire de ce dossier, il convient d'abord de s'arrêter sur le cadre légal des mises en examen et sur le rôle des institutions de l'État face à la violence politique. Les 9 militants poursuivis font face aux qualifications pénales les plus lourdes prévues par le Code pénal français. Mais l'affaire dépasse le simple prétoire d'un tribunal correctionnel ou d'une cour d'assises. Elle interroge directement l'équilibre constitutionnel et administratif de la République française. D'un côté, les partisans d'une ligne d'ordre exigent des dissolutions systématiques de groupuscules via l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure qui permet au président de la République de dissoudre par décret en Conseil des ministres des associations ou groupements de fait créant des milices privées ou incitant à la violence. De l'autre côté, les juristes et défenseurs des libertés publiques rappellent le principe de valeur constitutionnelle d'association et la liberté d'expression garantie par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. La question centrale que posent les institutions est la suivante. Peut-on traiter la violence politique de rue par le droit administratif sans risquer une dérive liberticide ou une instrumentalisation politique ? L'État se retrouve coincé entre l'exigence d'assurer l'ordre public et la nécessité de ne pas basculer dans une justice d'exception, alors même que l'opposition dénonce une asymétrie de traitement entre les mouvements de droite radicale et de gauche radicale. Cette tension institutionnelle glisse naturellement vers la question du profil des acteurs impliqués et des logiques d'engagement. Pour éclairer la mécanique des faits, penchons-nous sur les comptes rendus d'audition cités par la presse. Ces derniers décrivent une perte de contrôle, un phénomène d'entraînement de groupe où la violence cesse d'être un moyen pour devenir une fin en soi. Les sociologues spécialisés dans l'étude des radicalités politiques, à l'instar des travaux menés sur les sous-cultures militantes, observent depuis plusieurs années une mutation des profils. Nous ne sommes plus seulement face à des militants endoctrinés issus de milieux défavorisés ou marginalisés, mais souvent face à de jeunes diplômés, insérés socialement et engagés dans une dynamique de mimétisme radical. En sociologie des mouvements sociaux, on parle de pureté militante ou du piège de l'entre-soi. Dans ces groupes fermés, la violence envers l'adversaire politique est déshumanisée et légitimée
par un discours de légitime défense préventive face à la menace fasciste ou au déclin civilisationnel. La rixe du 12 février à Lyon n'est pas un accident isolé. Elle est l'aboutissement sociologique d'une culture du choc physique cultivée dans des espaces de sociabilité radicaux où la confrontation directe avec le camp adverse est perçue comme un rite de passage et une preuve de loyauté envers le groupe. Pour bien mesurer l'impact de ce drame sur le débat national et le fonctionnement démocratique, il faut également se demander comment les partis politiques et les institutions réagissent face à cette polarisation. La science politique nous enseigne que les violences politiques polarisées agissent comme de puissants catalyseurs d'agenda. D'un côté, la droite et l'extrême droite utilisent cette affaire pour pointer du doigt une prétendue complaisance des médias et de la gauche parlementaire envers la mouvance antifasciste, exigeant des mesures sécuritaires renforcées et l'interdiction de rassemblement de ces groupuscules. De l'autre côté, la gauche radicale dénonce la récupération politique d'un fait divers dramatique et met en garde contre la stigmatisation de l'ensemble des luttes sociales, rappelant que les violences émanant de l'extrême droite identitaire sont tout aussi documentées et réelles. Ce jeu de renvoi de responsabilité illustre le concept théorique du tribalisme politique, où les citoyens et les représentants politiques n'évaluent plus les faits à l'aune de critères objectifs ou légaux, mais uniquement en fonction de leur appartenance partisane. L'espace public ne recherche plus la vérité judiciaire. Il devient le théâtre d'une guerre de récits, où le martyre de l'un répond à la barbarie de l'autre. Pour synthétiser ce parcours à travers les faits et les théories, cette affaire Quentin de Ranc ne doit ni être banalisée comme un simple fait divers de rue, ni instrumentalisée sans rigueur d'analyse. Elle révèle le point de friction très précis où le droit pénal des individus rencontre les failles sociologiques d'une jeunesse en rupture et les tensions politiques d'un pays polarisé. L'enquête judiciaire qui se poursuit sous la direction des juges d'instruction devra établir les responsabilités individuelles exactes des 9 mis en examen, dans le respect de la présomption d'innocence et des règles du procès équitable. Mais la réponse aux violences politiques ne pourra pas être uniquement judiciaire. Elle interroge la capacité de notre société à maintenir des espaces de désaccord démocratique sans que le débat d'idées ne se transforme en affrontement physique mortel. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage sur la vie politique.